Bonjour à tous, je suis ravi d'être virtuellement là pour votre rendez-vous annuel. Cette année, j'avais envie de vous parler de quelque chose de particulier qu'on appelle le microbiote et des relations du microbiote avec l'épilepsie. Et je voulais vous proposer de faire un point d'actualité en 2020. Le microbiote, c'est l'ensemble du contenu des différents types de bactéries qui sont dans le tube digestif, comme vous le voyez ici. On sait maintenant qu'il y a des interactions entre le microbiote et les fonctions cérébrales. Il y a probablement plusieurs mécanismes qui expliquent cela. D'abord, il peut y avoir une modification de la perméabilité intestinale qui permet au microbiote de passer à travers les parois du tube digestif, mais aussi de produire un certain nombre de substances qui peuvent avoir une action au niveau cérébral, et on prendra tout à l'heure un exemple assez criant avec le régime cétogène. Et si je vous parle aujourd'hui de microbiote et d'épilepsie, ce n'est pas pour rien. On sait que dans le syndrome de Dravet, le régime cétogène peut avoir une efficacité tout à fait particulière. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, c'est sûrement un sujet d'actualité aussi pour les patients qui sont atteints d'un syndrome de Dravet. Le microbiote, contenu du tube digestif, avec énormément de bactéries, le contenu digestif, ou en tout cas ce qui se passe dans nos intestins, peut être capté par le cerveau à travers un nerf qui va directement d'un certain nombre d'organes, soit de l'abdomen, soit du thorax, directement au cerveau, avec une stimulation, ou en tout cas des recueils d'informations par le nerf vague, ici noté en numéro 3 sur cette diapositive. Le microbiote peut également moduler l'immunité, et l'an dernier, je vous avais parlé dans quelle mesure il y avait éventuellement des changements immunitaires chez les patients avec syndrome de Dravet qui peuvent potentiellement contribuer dans certaines circonstances à l'apparition des crises. Enfin, le microbiote modifie le métabolisme, c'est-à-dire que les substances énergétiques qu'on digère peuvent être métabolisées de différentes façons, et on peut commencer à se poser la question, est-ce que le microbiote modifie les antiépileptiques, ou les antiépileptiques modifient le microbiome, avec une espèce de cercle ou vicieux ou vertueux avec un aspect positif sur l'épilepsie. Comme aujourd'hui, les arguments, on n'a aucune étude chez les patients avec syndrome de Dravet sur est-ce qu'il y a un microbiome particulier ou changé chez les patients avec syndrome de Dravet. Je pense que ce qui est le plus raisonnable en termes de données solides, c'est de parler des effets du microbiome par rapport au métabolisme, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie. Et ce qui peut être modifié, c'est en effet par exemple avec le régime cétogène. Et comme pour le moment ce sont les données qui sont essentiellement accumulées autour du microbiome et du régime cétogène, ne voulant pas parler de choses complètement fictives, c'est donc essentiellement sur ce sujet que je vais adresser aujourd'hui. Alors quand on regarde le microbiome, c'est finalement une diversité d'énormément de bactéries, des milliards de bactéries et d'autres micro-organismes qui sont dans le contenu de notre tube digestif. La capacité d'utilisation de l'énergie, elle est 100 fois supérieure à l'ensemble des fonctions que peut avoir le foie. Et on sait que le microbiome a clairement un aspect très important au niveau de l'énergie, et c'est ce qu'on voit ici finalement ici. Vous voyez en bas, tout en bas, le pourcentage de poids, hein, l'échelle, la quantité des barres qui montent vers le haut sont l'augmentation de poids. Et on voit finalement avec des souris qui sont écrits ici OB/OB, c'est des souris qui sont des souches particulières qui ont tendance à être obèses. Et vous voyez que ces souris, si on les colonise, on leur administre dans leur tube digestif un microbiote qui vient d'un donneur, d'une souris qui est plutôt maigre ou d'une souris qui est plutôt obèse, vous voyez le résultat avec une augmentation finalement du poids dans ces souris à tendance obèse, mais aussi dans des souris normales, du poids quand le microbiome est transféré et que cela vient d'un donneur initial qui est déjà en surpoids. Alors on sait que ces interactions entre le type d'alimentation et le microbiome est quelque chose d'important. Si vous avez finalement une augmentation de beaucoup de sucre,
on sait qu'on augmente la diversité de la quantité des différents types de bactéries et que finalement la quantité énergétique va être modifiée. Par contre, si vous augmentez les fibres avec des sucres qui sont moins digérés et donc produisent moins d'énergie, vous avez une baisse de cette diversité. Donc clairement, là, le type d'alimentation, et ça on le sait depuis très longtemps, joue un rôle sur ce qu'on a dans le microbiome. Alors, les premières expériences expérimentales, c'est-à-dire dans des modèles animaux qui ont été réalisées sur des souris qu'on appelle les souris BTBR, qui sont des modèles de troubles du spectre autistique. Et ce qui a été regardé à ce moment-là, c'était est-ce qu'il y avait un changement du microbiome. Chez ces souris, dans tous les cas, il y avait euh, une amélioration des capacités des souris à entrer en interaction avec les autres souris, une baisse des comportements répétitifs, et puis une meilleure interaction sociale de ces souris, les unes avec les autres. Je vous passe le détail de comment on étudie tout ça chez la souris, mais c'est assez bien fait. Finalement, associé à cela, ce qui a été retrouvé, et vous voyez ici avec des prélèvements à différents endroits, soit dans le sécom, hein, qui est le tout début du gros intestin, ou dans la partie fécale, c'est-à-dire plutôt le prélèvement qui est fait à la sortie du gros intestin. Vous voyez que le régime cétogène, c'est les flèches bleues que je vous montre, modifie dans les souris contrôle et modifie aussi dans les souris qui sont ce modèle d'autisme la quantité de microbiome présent. Et vous voyez aussi qu'on arrive à séparer, et c'est les groupes que vous voyez en rouge, en bleu foncé, en bleu clair ou en vert, en fonction qu'il y a un régime cétogène ou non, les groupes K, c'est-à-dire le vert et le bleu clair, on les retrouve ensemble, mais ça sépare aussi en fonction du fait que les souris soient un modèle d'autisme ou non. Donc deux éléments ici en conclusion. En premier lieu, le fait que les souris, en fonction du type entre guillemets de modèle et donc de maladie potentiellement qu'elles ont, n'ont pas tout à fait le même microbiome, et de les traiter par le régime cétogène, on modifie le microbiome, et en parallèle de ça, on avait déjà observé des améliorations comportementales de façon significative, et donc, encore une fois, cela suggère sans preuve pour le moment qu'on pourrait avoir une influence avec le régime cétogène, peut-être via ce changement de microbiome sur le comportement. Alors, qu'en est-il chez l'humain? Est-ce qu'on a déjà regardé ce qui se passait dans le microbiome? Alors oui, ça a été fait chez des patients avec un régime cétogène. Vous voyez cette première étude qui a été faite chez des patients qui ont une maladie rare, qui est le déficit en transporteur de glucose, où tous les patients sont traités par le régime cétogène. Vous voyez que ce qui a été étudié, c'était est-ce qu'il y avait un changement? Et finalement, oui, il y a un changement, et ce changement qui a été observé chez les patients était essentiellement un changement qui ressemble à les mêmes modifications qu'on voit quand on mange énormément de graisse. C'était une première étude préliminaire, vous voyez qu'elle n'est pas si vieille que ça, elle date de 2007. La deuxième étude, elle a été faite chez des patients avec une épilepsie pharmacorésistante, traitée par le régime cétogène, on regarde les sous-populations de groupes de bactéries, on va l'exprimer comme ça, avant et après régime cétogène, et il n'y avait pas franchement de différence. Une troisième étude, par contre, là, a vraiment pointé du doigt un certain nombre de sous-types de bactéries. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas franchement l'idée ici, mais vous voyez qu'il y a des bactéries dont la quantité baisse, des bactéries pour lesquelles la quantité augmente, et il y a une sous-type de bactéries qui est clairement augmentée dans le régime cétogène. Et donc, le régime modifie quelque chose, ce qui ne veut pas dire à cette étape-là qu'on en fait la démonstration d'une efficacité dans le régime cétogène. La démonstration, elle est en effet venue de données expérimentales plus complexes qui ont clairement montré que le microbiome avait un rôle important pour l'efficacité du régime cétogène dans des modèles animaux. Ce que vous voyez ici, dans la première partie, c'est des souris qui sont alimentées normalement, et les colonnes grises, et des souris qui sont alimentées avec un régime cétogène, les colonnes bleues. Et puis on déclenche des crises, vous voyez, avec une quantité de milliampères, et cette quantité de milliampères, plus vous avez besoin de mettre d'électricité pour déclencher des crises, plus ça veut dire que vous êtes résistant. Et vous voyez que au fur et à mesure du temps, finalement, les souris qui ont un régime cétogène gardent un seuil très élevé, différent des colonnes grises, euh, qui, elles, ne sont pas protégées par un régime cétogène. Vous savez que dans le régime cétogène, on parle de cétose, les corps cétoniques,
Et quand on mesure ici le deuxième graphe, ici en bas, la quantité, c'est écrit sérum BHB, ça veut dire le bêta-hydroxybutyrate, on voit qu'après quelques jours de régime, sans grande surprise, on a une augmentation des corps cétoniques chez les souris qui ont un régime cétogène, et cette augmentation est présente dès le deuxième jour, alors qu'on a aussi une efficacité du régime cétogène dès le deuxième jour. Quand on essaye de regarder comment change le microbiome au cours du temps, vous voyez que très rapidement, là aussi, on a un changement du microbiome qui est différent entre la courbe noire qui est la courbe des souris témoins et la courbe bleue qui est la courbe des souris qui ont un régime cétogène avec une diversité, c'est-à-dire les différents types de bactéries, ce qu'on appelle la diversité alpha dans le microbiome, qui est différente, moins importante dans le cas du régime cétogène. Quand on regarde comment les choses changent et évoluent, dès le 4e jour, vous voyez ce grand élément bleu, qui sont des sous-types de bactéries, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que chez les souris cétogènes, par rapport, là où c'est écrit KD à chaque fois, par rapport aux souris qui ont l'alimentation contrôle, on voit qu'un sous-type de bactérie devient très important au fur et à mesure du temps. Et c'est là où tout l'intérêt de l'histoire commence. Finalement, on regarde dans des souris, est-ce qu'on va réussir à maintenir cet aspect du régime cétogène et de son efficacité? Pour ça, on utilise différentes souches de souris. Des souris qui sont normales, colonne noire, des souris qui sont normales et pour lesquelles on donne un régime cétogène, couleur bleu foncé, les souris pour lesquelles il n'y a aucun germe dans le tube digestif, et celles pour lesquelles il n'y a pas de germe dans le tube digestif et pour lesquelles on donne un régime cétogène. Vous voyez les différences d'efficacité. Le régime cétogène donne une efficacité dans les souris qui ont reçu le régime cétogène, qu'elles soient naturelles ou pour lesquelles il n'y a pas de germe. Et dans la colonne blanche, celles qui n'ont pas de germe et qui n'ont pas été recolonisées n'ont pas plus d'efficacité que le groupe noir. Vous voyez bien que la colonne noire est pareille que la colonne blanche, c'est-à-dire une souris pour laquelle on donne un régime cétogène et il n'y a aucun germe dans le tube digestif n'a pas d'efficacité du régime cétogène. Ont été regardés, deuxième et troisième graphe, la quantité de corps cétonique, la quantité de sucre, et on voit bien qu'il n'y a pas de grande différence qui n'explique pas l'efficacité du régime cétogène. Dans cette deuxième partie de diapositive, ce qui va être fait est un petit peu différent. Au lieu de donner des souris qui n'ont pas du tout de germes et pour qu'on va coloniser, on va avoir des souris normales pour lesquelles, pour certaines, on va donner des antibiotiques pour faire disparaître toutes les bactéries du tube digestif. La colonne noire hachurée, des souris normales, la colonne bleue, des souris qui reçoivent un régime cétogène, et la colonne grise, des souris qui reçoivent un régime cétogène, mais pour lequel on va donner un antibiotique qui va faire partie des germes. Et vous voyez que quand on donne colonne bleue plus d'efficacité qu'une souris normale qui reçoit un régime alimentaire normal, et colonne grise, un régime cétogène quand on a fait disparaître les germes du tube digestif avec des antibiotiques, plus d'efficacité. Ce qui laisse sous-entendre que pour avoir une efficacité, il faut avoir des bactéries dans son tube digestif, d'où toute l'importance potentiellement du microbiome. Encore une fois, on regarde est-ce que ça a un lien ou non avec les corps cétoniques ou avec la quantité de sucre. On voit que les deux groupes animaux, où c'est écrit KD ici avec les points bleus, les points gris, il y a une augmentation des corps cétoniques, et malgré cette augmentation du corps cétonique, on n'a pas d'efficacité du régime cétogène pour ceux qui ont reçu des antibiotiques alors qu'ils augmentent réellement leur corps cétonique. Dernière expérience qui, là aussi, est assez intéressante. Plein de couleurs ici, un peu complexes. On traite avec des antibiotiques des souris qui donc perdent l'ensemble de leurs bactéries de leur tube digestif. Puis ensuite, on va coloniser avec différents types de bactéries. On voit tout en bas, dans le graphe avec les colonnes qui regardent l'efficacité antiépileptique, plus la barre est haute, plus c'est antiépileptique. Première colonne, noire, souris normale, alimentation normale. Deuxième colonne, souris normale, pour lequel on donne un régime cétogène et on voit la barre qui augmente. Ensuite, les autres souris, colonne grise, vert clair, vert foncé, orange et gris foncé, ils ont été traités par des antibiotiques, et pour la colonne grise, on donne
des antibiotiques. Pour la colonne vert clair, il y a eu des antibiotiques et on redonne un type de bactérie. Colonne vert foncé, on donne des antibiotiques, il n'y a plus de germes de base, mais on redonne un autre type de bactérie. C'est pour ça que c'est écrit AKK. Et ensuite, quand on donne dans la colonne orange les deux bactéries précédentes, c'est-à-dire les deux bactéries combinées, vous voyez que cette barre est plus grande que les autres. Ce qui veut dire que dans ce régime, une fois qu'on a enlevé l'ensemble des bactéries du tube digestif, mais qu'on redonne deux bactéries qui ont été identifiées avant dans les premiers graphes que je vous ai montrés avec les grandes parties bleu clair qui ont augmenté, on regagne l'effet du régime cétogène. Ce qui veut dire que pour avoir une efficacité du régime cétogène, certaines bactéries vont avoir une efficacité et transformer des produits métaboliques, l'utilisation de l'énergie, pour avoir cette efficacité antiépileptique. C'est ce qu'on retrouve ici finalement avec ce graphique, parce qu'en fait c'est des expériences qui sont extrêmement compliquées et je pense que vous avez un petit peu perçu cette complexité dans ce que je viens de vous expliquer. Le régime cétogène, beaucoup de graisse, peu de sucre. On change la diversité, il y a une baisse de la différents types de bactéries et en particulier une augmentation de deux sous-types de bactéries, vous voyez qu'il y a leur nom un peu complexe ici. Finalement, cette augmentation des sous-types de bactéries, c'est ces bactéries, quand on les met dans le tube digestif alors qu'on les avait fait partir du tube digestif avec des antibiotiques, que l'efficacité du régime cétogène revient. Ça change l'utilisation d'un certain nombre de métabolites au niveau du tube digestif qui vont passer dans le sang, et en particulier la gamma-glutamine aminoacide, qui sont à l'origine au niveau cérébral de la fabrication d'un neurotransmetteur, c'est-à-dire les messagers intracérébraux, et ces messagers intracérébraux qui vont de leur côté plutôt baisser l'activité épileptique du cerveau, en particulier l'aspect de ce qu'on appelle le GABA, qui est un message qui a tendance à baisser l'électricité du cerveau. Et donc cette augmentation du GABA, c'est elle qui baisse la susceptibilité aux crises. Aujourd'hui, en particulier cette expérience de laboratoire montre clairement que une partie de l'efficacité du régime cétogène passerait probablement par le microbiote. Alors on en est au balbutiement, même si je vous ai montré quelque chose d'extrêmement compliqué. Ce balbutiement, c'est que il est important aujourd'hui de mieux comprendre le rôle du microbiote sur l'épilepsie et sur le comportement, parce que je vous rappelle que la première expérience avait été faite chez des souris avec un trouble du spectre autistique. Vérifier que ces données préliminaires éventuellement se reproduisent chez l'homme, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a eu quelques expériences qui ont été faites mais pas très concluantes. Probablement essayer de comprendre est-ce que les antiépileptiques modifient le microbiome ou est-ce que le microbiome modifie les antiépileptiques. On pourrait avoir moins d'efficacité s'il y avait une dégradation de certains antiépileptiques. Et au final, est-ce que c'est le pas vers des premiers traitements? Par exemple, dans ces expériences qui ont été faites chez les souris, alors qu'on fait disparaître l'ensemble des germes du tube digestif avec des antibiotiques, transférer certaines bactéries donne une efficacité antiépileptique. Est-ce que c'est le balbutiement? Alors il y a probablement de nombreux pas à faire, mais je voulais vous montrer ces éléments parce que comme toute cette recherche au cours du microbiome se fait beaucoup autour de troubles du comportement et épilepsie, régime cétogène et épilepsie, c'est quelque chose que vous pouvez potentiellement trouver dans vos recherches sur internet ou devant vos discussions. Et donc je voulais vous donner l'ensemble de ces informations.